Salut à tous, c'est Sylvain du podcast Au fait c'est quoi? Et il signe d'un Z qui signifie Zorro. Hommage à Roland Courbis qui a inventé le légendaire surnom de notre zizou national. C'est sa signature, sa touche personnelle. Et en parlant de signature, tout le monde sait ce que c'est, mais sait-on d'où elle provient et pourquoi on appose notre signature manuscrite en bas de certains documents et l'importance que ça représente? Alors moi, personnellement, je ne sais pas. Mais au fait, c'est quoi Thierry la signature manuscrite? Salut Sylvain, salut tout le monde. Effectivement, je me suis posé aussi cette question-là parce que j'ai eu à signer des documents il y a pas très longtemps et je me suis posé pas mal de questions, d'où la proposition de cet épisode. Alors, vous commencez à savoir comment on fonctionne. On va commencer par une définition, rien de bien particulier, hein, la signature. Donc, c'est pas juste un usage social, c'est une exigence légale qui est encadrée par l'article 1367 du Code civil. Et en fait, la signature, elle remplit deux missions qui sont indissociables. Donc, il y a d'une part l'identification, elle certifie l'identité de ceux qui s'engagent, Mhm. et la manifestation de volonté, elle prouve que le signataire a pris connaissance de l'acte et l'approuve. Pour résumer, la signature, c'est le point de bascule. Avant la signature, le document est un projet. Après la signature, ça devient une obligation. Eh bien, tu vois, j'avais appris les 1366 premiers articles du Code civil et bah, pour le coup, c'était le 1367e, comme quoi il faut vraiment aller au bout de l'apprentissage pour tout connaître. Ok, Petite donc pensée pour Napoléon. exactement. Ça, c'est la définition, on va dire, celle que tout le monde connaît. Et là, on se dit, est-ce qu'on parlerait pas un peu d'histoire, ma rubrique préférée hein, dans ce podcast. Donc, d'où est-ce que ça provient? Moi, je t'avoue, pour le coup, je me dis que ça doit quand même dater depuis un bon moment de pouvoir en tout cas prouver de son identité. Je pourrais pas te citer de siècle, mais je pense que c'est assez ancien. Oui, absolument, hein. Donc l'histoire de la signature, elle suit celle de l'alphabétisation, forcément, hein. Ouais. C'est-à-dire, de manière très simple, à la base, il y avait le règne de ce qu'on appelle donc le sceau. SCEAU, hein, pas le sceau pour faire le ménage, Ouais. puisque du coup, jusqu'au XVIe siècle, la signature, elle était rare, donc la signature comme on la connaît, et en fait, on a posé son sceau, qui était donc fait de cire ou de plomb, pour authentifier un document. On l'a vu dans plein de films, etc., hein, où ça fait comme une espèce de tampon et puis ça laisse sécher. C'est vrai, on le voit hein, souvent, ça stipule que c'est bien le roi qui envoie une missive ou quelque chose, et c'est vrai que ça date, ok? Et d'ailleurs, si je Ensuite, dis pas de bêtises, beaucoup plus récemment, dans koh, il me semble que quand ils font le vote final, ils mettent un sceau sur l'enveloppe pour rester un peu dans une espèce de tradition. ouais, c'est un beau rappel, d'accord? Donc le sceau. Ensuite, après le sceau, qu'est-ce qu'il se passe? Ensuite, il y a l'ordonnance de 1554. Donc, à ce moment-là, on est sous Henri II et la signature, elle devient obligatoire pour les actes notariés en France. Donc, du coup, c'est un tournant majeur parce que ça signifie que l'écrit personnel, il prime à ce moment-là sur l'objet, donc le sceau. Donc, 1554, on passe vraiment à l'écriture. D'accord. Le sceau qui était quand même assez sécurisé, on va dire, dans le sens, le sceau permettait quand même d'être scellé. C'est un vrai choix, là, de partir sur un écrit personnel qui est peut-être plus facile à falsifier. Ça, c'est juste une petite analyse. D'accord. Donc, 1554. Alors, je voyais peut-être ça, enfin, pas ça si lointain, mais en tout cas, Henri II a décidé de modifier les règles. Exactement. Et puis du coup, évidemment, si on parle signature, on pense toujours à la fameuse croix, donc la croix des illettrés. En fait, longtemps, c'est qu'ils ne savaient pas écrire signé d'une croix, et c'était loin d'être un signe de faiblesse. Ça représentait en fait un serment religieux, et donc en la traçant, on engageait son âme autant que c'est bien. Forcément, maintenant, on n'a plus tout à fait la même approche. On parle peut-être pas d'âme, les biens oui, mais oui. C'est-à-dire qu'à l'époque, là tu vois, je parlais de falsification. Pour le coup, eux, dans les mœurs de l'époque et dans les traditions et dans la religion, c'était pas à faire parce que là, ça augurait de mauvais moments.
D'accord. Absolument. Donc là, c'est la partie histoire. Est-ce que tu peux nous parler peut-être un peu d'expertise, d'identification graphique de la signature? Oui, bah tu le soulignais juste avant hein, sur les problèmes de copie bien comme ça. Et c'est en fait ces questions-là que je me suis dit, on a tous connu, pour pas dire fait, une copie des signatures des parents, ne serait-ce pour un bulletin ou ce genre de choses. Ça se fait pas, mais c'est commun. Et je me suis demandé du coup, mais comment est-ce qu'on fait pour identifier du coup le dessin, parce que finalement la signature c'est qu'un dessin. Et en fait, ça se base, alors je ne vais pas rentrer dans tous les détails, hein, mais sur la physiologie du mouvement. Donc, en fait, il y a trois critères principaux. Il y a l'automatisme, c'est-à-dire que la signature, c'est un réflexe. Si toi, je te demande de signer un document, tu vas pas réfléchir à comment tu le signes, Ouais. tu vas sortir ton meilleur crayon et en 2 secondes maximum, tu vas faire ta signature. Et ça c'est l'habitude du geste, on va dire. Exactement. Mm. Et du coup, un faussaire, en essayant d'imiter le tracé, ben, il va par définition ralentir son geste en comparaison de toi qui signe. Et ce ralentissement, en fait, ça crée des anomalies microscopiques où on voit comme des hésitations, des arrêts, des petits tremblements, ce genre de choses. Et donc, les spécialistes sont capables d'identifier ce critère pour dire que la signature est fausse. Ça, c'est le D'accord. premier critère. On le voit dans les émissions télé, souvent des experts en graphologie. Je ne sais plus si ça se Exactement. prononce comme ça. D'accord. Ok, donc Alors la l'automatisme. graphologie, ça va un peu plus loin parce que c'est même la manière d'écrire de manière générale, mais la D'accord. signature est une partie quelque part de la graphologie. D'accord. Ok. Donc après l'automatisme. Après l'automatisme, du coup, on a aussi la notion de pression. En fait, donc la pression, simplement, on analyse la force d'appui sur le papier, puisque ça crée du coup des pleins et des déliés. Et en fait, cette dynamique, elle est propre à chaque individu. C'est-à-dire que quand tu fais ta signature, de manière complètement inconsciente, tu appuies plus ou moins fort sur ton stylo en fonction de l'endroit, de la forme, etc. Et donc, c'est ça qui crée des points de pression différents qui peuvent du coup être comparés. D'accord. Donc là, la pression, tu parles pas de bière, hein, tu parles vraiment de la force d'appui sur le papier. Ok. Absolument, voilà. Un petit peu moins fun, mais l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Ok. À Donc consommer après, avec modération qu'on ne connaît toujours pas, mais si non. un jour modération veut venir, qu'il ou elle n'hésite pas. Chez toi. Bien sûr. Ok. Et le dernier, c'est le paradoxe de la similitude. Alors dit comme ça paraît très compliqué, mais en fait c'est très simple. Un point crucial pour les experts, c'est que personne ne signe exactement 2 fois de la même manière. On en a parlé d'ailleurs tous les deux il y a pas longtemps. Si tu es amené à signer 50 documents à la suite, et si on pose tes signatures les unes sur les autres, par définition, elles seront jamais exactement pareilles. Donc, Hmm. ça veut dire que deux signatures rigoureusement superposables sont presque toujours le signe d'une fraude qui a été faite par le biais d'un calque, d'une impression, ce genre de choses. Ouais, c'est trop parfait. Moi, j'avoue que Exactement. la signature que j'ai créée, tu sais, à l'époque, jeune adulte, j'avais écrit des lettres de mon nom de famille. Et sur le coup, je trouvais que ça faisait beau. Et c'est long. Et ce qui fait que maintenant, je t'avoue que j'abrège et je fais une espèce de gribouillis. Et parfois, quand je vais à la banque, je signe, même si maintenant c'est beaucoup électronique. Même là, devant la banquière, je me dis, je viens de signer 3 fois un truc qui n'est pas pareil. À un moment, elle va se dire, applique-toi un peu quand même, s'il te plaît. Mais c'est vrai que non, je comprends. Ouais, et je vais revenir un petit peu sur ces points-là. Juste avant, je veux juste casser un petit mythe, c'est-à-dire la notion de validité juridique et le mirage du scan. C'est-à-dire qu'en fait, il y a souvent une confusion majeure aujourd'hui entre l'image de signature et la signature numérique. Donc, la signature numérique, comme tu le disais, par exemple, à la banque, c'est vraiment tout un processus. Je rentre pas dans le détail, sinon ça va être compliqué, mais c'est vraiment euh, tout un système, on va dire, informatique qui est mis en place pour être capable d'identifier la personne. Le scan, par contre, ben c'est ça vous connaissez, hein, vous scannez la signature et puis vous l'imprimez sur un document. Le problème, c'est que coller l'image d'une signature sur un document, par exemple PDF, n'a qu'une valeur, pardon, de commencement de preuve. En fait, elle peut être facilement contestée parce qu'elle ne garantit pas que c'est le titulaire qui a effectué le montage, Ouais. étant donné que justement, par exemple, la question de la pression, bah, du coup, ça s'applique pas. Or,
souvent, les feuilles qu'on signe sont relativement fines, et je sais pas si tu as déjà fait attention, mais quand tu signes avec un stylo bille, par exemple, si tu retournes la feuille, eh ben, tu vois en fait les tracés de l'autre côté parce que tu as la feuille qui s'enfonce, entre guillemets, un petit peu. Ouais, ouais, bien sûr. Ouais, ce qui est normal. Donc là, il y a le risque du scan. Et puis, je vois dans le conducteur, tu parles derrière d'originalité. C'est ça, c'est-à-dire qu'en droit administratif et privé, seul l'original manuscrit, donc l'encre sur le papier, ou la signature électronique qualifiée, donc via un certificat sécurisé, c'est ce que je disais rapidement avant et où je ne vais pas rentrer dans le détail, garantissent une sécurité juridique totale. Donc non, on ne peut pas scanner et imprimer sa signature pour faire quelque chose d'officiel. Il faut vraiment signer avec son stylo sur le papier qui est fourni. D'accord. OK. Alors, moi j'ai une question, Thierry, et tu vas peut-être m'aider. Comme tu le sais, tu me connais, j'ai fait modifier mon nom de famille. J'ai ajouté le nom de jeune fille de ma mère derrière mon nom de naissance. Donc, c'est même plus un nom d'usage, c'est un nouveau nom. Et est-ce que je peux, parce qu'en fait, j'ai signé tous mes documents, papier d'identité ou autre, avec ma première signature. Est-ce que j'ai le droit de la modifier? Et si c'est le cas, comment je peux faire? Alors, effectivement, tu as le droit et en fait, tu peux la faire évoluer, tu peux la changer. En fait, la signature, elle est vivante et elle peut être modifiée donc par le signataire. Euh, un exemple très simple et qui arrive par définition très fréquemment, c'est le cas d'un changement de nom. Donc, soit comme tu décrivais pour ton cas personnel, ou on va dire de manière encore plus classique, dans le cadre d'un mariage ou d'un divorce. Bah, Madame est avec son nom de jeune fille, elle se marie, admettons, parce que ça reste quand même la majorité, elle prend son nom marital, du coup elle change de signature. Moi, c'est ce qui s'est passé du coup pour mon épouse. Et il n'y a pas de souci avec ça. Une personne peut intégrer son nom d'usage dans sa signature à tout moment. Par contre, il est recommandé de mettre à jour ses pièces d'identité car elles servent de référentiel en cas de contrôle bancaire ou notarié. Alors, cela étant dit, c'est également en train de changer parce que si tu regardes les dernières cartes d'identité, il y en avait fait un épisode d'ailleurs un petit Ouais, peu lié à ça. Euh, il n'y a plus vraiment, tu signes un document, mais il apparaît plus sur la carte d'identité. Et puis pareil, entre la signature il y a 15 ans et puis maintenant c'est compliqué, mais donc il y a cet aspect-là. Et d'accord. puis il y a un autre cas de changement de signature, c'est évidemment le facteur biologique. Donc sénilité, handicap, etc. La signature, elle évolue avec l'âge ou la santé. Et donc, en cas de handicap majeur, par exemple la capacité de tenir un stylo, la loi, dans ce cas-là, c'est très particulier, elle prévoit des dispositifs de substitution comme l'assistance d'un notaire et des témoins pour recueillir le consentement sans signature physique. Mais donc là, on rentre plus dans des procédures spécifiques. Donc, pour répondre à ta question, oui, tu peux changer de signature. Juste à faire après attention au niveau des papiers d'identité. D'une certaine manière, c'est presque plus quand tu changes tes papiers d'identité que c'est l'occasion de changer en fait de signature. Ouais, c'est ça. Oui, puisqu'ils ne vont pas bloquer. Donc, effectivement. OK. Eh ben, écoute, j'ai la réponse à ma question, Thierry. Je vais me pencher dessus. Il faut que je trouve quelque chose d'autre. Est-ce que tu as toutes les informations? Est-ce que on peut passer, Thierry, la rubrique légendaire des anecdotes de Thierry? Et ben c'est parti. Et évidemment, j'ai trouvé quelques anecdotes assez rapides. La première, elle concerne John Hancock, Ouais. donc Très, très, très en connu. Pas du tout. absolument. Et en l'occurrence, donc en 1776, lors de la signature de la Déclaration d'indépendance des États-Unis, Ah, en fait, il signe si largement, donc sa signature était tellement grande qu'il avait déclaré le roi George pourra lire cela sans ses lunettes. Et son nom, il est devenu en anglais un synonyme du mot signature, signature pour les Anglais. Donc c'est du coup la première anecdote qui date quand même pas d'hier du coup par définition. d'accord. La deuxième, c'est la signature, on va mettre entre guillemets fantôme de Shakespeare. C'est-à-dire qu'il faut savoir que le célèbre dramaturge, il a laissé si peu de signatures, en fait il y en a seulement 6 qui sont connues, avec des orthographes complètement différents. Donc ça faisait Shakespeare sans E à la fin, Shakespeare avec un E, donc tu vois, il changeait un petit peu son nom, il enlevait le deuxième A, etc. Que cela a nourri des siècles de théories du complot sur sa véritable identité. Forcément, hein, si la signature correspond pas au nom et qu'en plus la personne change son nom, etc.,
ça pose des soucis. Petite précision d'ailleurs, la signature n'est pas obligée de représenter le nom. Oui, on peut par exemple avoir un pseudo éventuellement Exactement. ou un nom d'usage, ce qui arrive assez fréquemment. D'accord, on n'est pas obligé. Oui, de toute façon, parfois c'est tellement un gribouillis qu'on n'arrive même plus vraiment à reconnaître le nom original. C'est ça. D'accord. Donc Shakespeare qui jouait avec nous. Voilà. Et puis le dernier, on l'a cité au début d'épisode, donc on va le reciter maintenant, Napoléon Bonaparte. Donc ces signatures, elles sont le miroir de son destin, c'est-à-dire expansives et nerveuses au sommet de l'Empire. Elles deviennent ensuite erratiques, illisibles, et s'effondrent vers le bas de la page après Waterloo, illustrant sa chute psychologique. Quand on dit elle s'effondre vers le bas, donc c'est vraiment une écriture descendante et c'est un des critères qui est utilisé aussi dans la graphologie que tu citais précédemment. D'accord. Eh bien, écoute, je pense que c'est ta dernière anecdote, finir sur Napoléon et l'évolution de sa signature en fonction de ses victoires et des défaites. Alors jolie, je sais pas, mais en tout cas, ça clôture bien cet épisode, Thierry. Créateur du Code civil, je le rappelle, est donc lié. Donc comme ça, on a vraiment fait la boucle du début à la fin. Exactement. Est-ce que tu as d'autres informations à nous communiquer ou est-ce qu'on peut passer après le générique à la rubrique et aux infos complémentaires? Et non, pour moi, tout est bon. Et c'est Sylvain du podcast Au fait, c'est quoi? Merci à toi Thierry pour cette présentation et cette idée d'épisode que je n'aurais sûrement jamais eu et que j'ai trouvé vraiment très passionnant. Comme d'habitude, retrouvez-nous sur X, anciennement Twitter, géré de main de maître par Thierry. Je vous laisse aller découvrir notre compte, je n'ai rien à préciser de plus, vous accrocherez. À toi Thierry pour la suite. Et oui, et de manière générale, le plus simple, c'est de vous rendre sur notre site internet www.aufaites-c'est-quoi.fr, puisque vous allez pouvoir retrouver les liens de notre podcast en fonction de votre application préférée, le lien vers notre chaîne YouTube. On a de plus en plus d'abonnés, de plus en plus de vues. Ça reste modéré, mais c'est en croissance, donc c'est très bien. Notre compte X, anciennement Twitter, et puis notre page Facebook. Et puis également, n'oubliez pas de consulter les notes de l'épisode pour obtenir les liens vers notre page Buy Me a Coffee si vous souhaitez nous soutenir financièrement, et également notre serveur Discord pour discuter entre vous et avec nous. Merci à tous et à plus dans le bus. À bientôt, salut!